Probatio Assurance, fier partenaire du TSLH Podcast. Besoin d'assurer auto, maison ou véhicule de loisirs? Pour protéger ce qui vous fait vibrer, Probatio Assurance, c'est le nom à retenir. Partenaire autorisé de Beneva, ils trouveront la bonne assurance qui répondra à vos besoins sans casse-tête. Demandez une soumission dès maintenant par téléphone au 1-844-792-8914 ou en ligne au aprobatio.com. Les informations se retrouvent dans la description de l'épisode. Let's go! Cette semaine, au TSLH Podcast, c'est la liste de mi-saison en prolongation. Avec Pascal, on répond aux questions des membres Patreon concernant la liste de mi-saison. Liste qui est disponible sur le site de Tout sur le hockey maintenant en version texte. Donc, vous avez le tableau dans l'article. Vous pouvez visiter nos réseaux sociaux, c'est là. Puis c'est disponible aussi sur toutes les plateformes en version podcast, donc sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Évidemment, tous les membres Patreon l'ont eu d'avance. Le podcast intégral, donc le 3h40 à peu près là, de contenu sous les espoirs pour la mi-saison avec Pascal et Simon Servant. Je vous rappelle que pour avoir le contenu d'avance comme ça et pour avoir le guide à la fin de la saison, les forfaits Patreon commencent à 2$. Il y a un forfait à 5$. Également, ce qui vous permet de participer aussi à nos enregistrements en direct. Donc, pour l'alignement du podcast aujourd'hui, ben c'est ça. On va parler de la liste de mi-saison de Pascal, des questions des membres Patreon. On va parler de quelques joueurs qui ont passé tout près de faire le top 32 à Pascal. Puis par la suite, on va enchaîner avec évidemment la date limite des transactions. Donc, dans la zone neutre, on va parler de certaines rumeurs qui circulent et on va faire le tour de quelques espoirs qui pourraient être en jeu dans cette date limite des transactions-là. Donc, on part ça immédiatement avec Sous le radar avec Pascal. Sous le radar avec Pascal Lapointe. Pascal, comment ça va, mon homme? Ça va bien, pis toi? Ça va très bien. Semaine de relâche, t'es occupé? T'es occupé? On tire à gauche et à droite pour occuper les enfants. Fait que puis avec la date limite des transactions qui est vendredi, ça nous garde assez occupés là, ces temps-ci. Oui, c'est en télétravail avec 2 enfants à la maison et 2 autres sont chez ma mère. Au moins, j'en ai juste 2, mais c'est ça. C'est travailler avec deux bombes à retardement. Fait qu'il y a ça qui est plus ou moins facile, mais écoute, c'est correct, ça passe les journées. Ouais, puis on avait pris une petite pause, évidemment, la fameuse semaine qu'on prend congé du podcast après le podcast de liste. Puis ben, on va starter avec ça, Pascal, dans Sous le radar. Ta liste est sortie maintenant. J'ai lancé la question aux membres Patreon. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions pour les listes de mi-saison? Puis on en a eu quelques-unes. On va starter ça avec ça. Jonathan qui pose comme question, c'est un mélange de Scrum puis de Sous le radar, ça, aujourd'hui. Là. Fait, j'ai hésité à savoir quelle toune d'entrée on met. Je suis allé classique avec Sous le radar pour aujourd'hui. Jonathan Plouffe sur Patreon demande est-ce que Oscar Hemming vaut la peine d'être pris avant tous les défenseurs si, mettons, il se cherche un power forward? Je ne sais pas s'il fait référence aux Canadiens ou peu importe, mais une équipe qui cherche un power forward, est-ce que ça vaut la peine de prendre Hemming avant tous les défenseurs disponibles ou ce serait mieux d'y aller avec le meilleur choix dans le board? À partir à ce jour, c'est un peu trop tôt pour dire qui en vaut le risque, si on veut, de passer devant Keaton Veroff, devant Chase Reed, après ça
Ah, ça, je me rappelle plus de mes joueurs dans ma liste. Voyons, Chase Albert Reed. Smith. Oui, Albert Smith. Je dirais que devant Veroff, C'est parce que Smith, Pascal, il est trop obscur. ça, c'est un T'sais, on a obscur, tendance à l'oublier. un obscur laiton. Mais non, c'est ça, c'est... devant Veroff, il y a un case, mettons, à ce jour. Mais devant Smith, puis Reed, un peu moins à mes yeux. Mais c'est parce qu'il n'a pas encore joué beaucoup Oscar Hemming. Fait que dès qu'on va avoir plus de données, ça va être plus facile de répondre à la question. On en reparlera au pire à la liste de fin de la saison. Mais quand il va jouer dans le tournoi menant, dans le fond, les séries de la NCAA, puis le tournoi menant au Frozen Four, rendu là, on va avoir un peu plus de données, fait qu'on va être capable de répondre un peu plus. À mes yeux, je pense pas que ça bouge, mais est-ce qu'il pourrait être devant Veroff? Absolument. Ouais, puis tu sais, la question est formulée un peu sous forme de mock draft. Tu sais, il faudrait pas surprendre, j'ai l'impression, qu'un club penche Ouais. vers ce profil-là. Mhm. Tout dépend qui repêche où. Là, tu sais. Si les équipes qui sont classées quand même dans le top 5 du repêchage n'ont pas nécessairement le besoin d'aller chercher un défenseur, ben c'est dans ce temps-là qu'un profil comme Hemming pourrait soudainement sortir plus haut que ce qu'on anticipait dans le fond. Là, tu sais. Exactement. Alright, donc à surveiller pour la liste finale. Mais tu sais, les gars ont fait un bon tour d'horizon. Je dis les gars, mais tu sais, ça t'inclut Pascal, mais avec Simon, je pense qu'Oscar Hemming, c'est un gars qui peut continuer à monter. Tu sais, puis, tu sais, c'est pas nécessairement un riser, c'est juste que vous aviez plus de données à la mi-saison pour en venir à ce classement-là. Tu sais. Exactement. Alright, Alexis Desroches, puis je sais pas Pascal, si je te mets sur le spot directement là, ça va être à toi de me le dire, mais Wyatt Cullen, c'est un gars que tu as pu voir, soit en croisé ou que tu as déjà évalué depuis le début de la Ah saison? ouais, Colin, oui, il a joué pour le programme. C'est pas une grosse année pour le programme. Donc, c'est sûr que c'est pas. C'est talent un peu, parce que c'est pas nécessairement une vedette, là, si on veut, dans le programme. Fait que, tu sais, c'est pas. Mettons que t'avais un gars qui. Un Lane Hudson dans le programme qui était aussi dominant qu'il était, peu importe avec qui il jouait, il aurait été dominant. Mais je pense pas que Wyatt Cullen, c'est son cas qui est à ce point-là dominant. Mais tu sais, c'est le patin, il est très très efficace en zone offensive, bonne tête ses épaules dans le fond dans le jeu de transition. Est-ce qu'il est proche de ma première ronde? Oui, absolument. Mais faut que je regarde ce programme très faible pour vraiment Ah, c'est pas ça. nécessairement pour que j'en envoie plus, mais quand l'équipe est mauvaise, le programme est mauvais, ben, faut comme que qu'il y ait un peu plus de visionnement, je trouve, là, pour vraiment évaluer comme il faut les joueurs, puis en mettant en première ronde. Mais je pense pas qu'ils finissent en première ronde. Tu vois, là, c'est ça la question d'Alexis, c'était que Wyatt Cullen, tu sais, il semble grimper dans plusieurs listes. Puis tu sais, ça, je mets toujours mon bémol. Tu sais, les gars font leur propre liste. Fait que c'est pas nécessairement parce qu'ils montent dans certaines listes qu'ils vont monter au TSLH Espoir. Ouais. Tu sais, on connaît pas encore la liste précisément de Simon Saint-Lô. Est-ce que Wyatt Cullen est genre top 10? Ça se pourrait aussi, on la connaît pas. Là. Fait que Mm. c'est pas mal ça. Je pense que tu as exposé les bonnes raisons pourquoi il n'était pas encore dans ton top 32, mais je balancerais une sous-question à celle d'Alexis. Tu sais, l'année passée, il y avait Cole McKinney avec le programme américain que, tu sais, il était quand même en vue pour le repêchage, puis on dirait qu'avec la faiblesse du programme, son profil a comme... On dirait qu'on n'a pas tant entendu parler finalement dans la saison. Puis du côté de Mhm. Michigan cette année, ben, tu sais, il fait quand même bien. Fait on est-tu dans ce territoire-là à peu près pour Wyatt Cullen? Pas vraiment, c'est pas le même profil nécessairement. McKinney, c'est un gars vraiment intelligent c'était un centre qui était vraiment responsable des deux côtés de la patinoire, qui faisait les bonnes choses. Fait que de jouer avec des meilleurs joueurs dans un système plus clair, dans plus de stabilité aussi, ben c'est sûr que ça va l'avantager. Wyatt Cullen, probablement aussi que ça va être ça. Fait que c'est pour ça que, d'après moi, il va sortir en deuxième ronde ou fin première. Ça se pourrait très bien. Il a commencé sa saison aussi en retard par rapport aux autres. Si je me souviens bien, il a commencé
dans un tournoi international en novembre. Là. Donc, c'est peut-être ça qui a permis c'est comme ça qu'il l'a mis à sa map un peu. Là. Il est devenu... il, y a, il y a certains reptiles qui en avaient parlé en le voyant dans ces matchs-là, en disant qu'il l'avait quand même haut dans sa première ronde, alors que ça faisait juste 3 matchs qu'il jouait dans ce tournoi-là. Il fallait le garder à l'œil. Mais oui, il faut le garder à l'œil. Il y a du potentiel. C'est vraiment le patin qui ressort beaucoup, puis son contrôle de rondelle. Donc, c'est sûr, de ce genre de joueur-là, t'aimes tout le temps ça. Mais est-ce qu'il y a les capacités pas intellectuelles, mais tu sais, les instincts, sa patinoire, le IQ et tout, est-ce que c'est là? Faut que je le regarde plus. Parce que, tu sais, j'ai pas, mettons, 15 visionnements de ce joueur-là. Même, je pense pas d'en avoir 10, là. C'est en bas de ça. Parce que le programme, c'est ça. C'est vraiment pas le fun cette année. Mais c'est ça. On verra d'ici la fin de l'année. Là. Il est dans le to-do list. On va espérer, Pascal, que le programme s'améliore l'année prochaine. Tu sais ce que Ouais. je veux dire par là? T'sais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pascal, la confrontation des meilleurs espoirs de la oui. CHL contre le programme américain l'année prochaine, c'est du côté du Saguenay, chez Yes. vous. Le lendemain, c'est du côté de Québec, chez nous. Yes, puis c'est drôle parce que, tu sais, on casse du sucre sur le dos là, du programme. Ils ont gagné là, cette année. En plus, Fait que, c'est ça. c'est particulier pareil. Hein? Ouais, Mais, c'est quand tu mets le talent ensemble, ça me ouais. fait penser à New York des années 2000. Là, ils se pactaient les équipes, mais ça fonctionnait jamais. C'est un peu ça. La chimie. Non, c'est ça. On va espérer un bon programme, Pascal, parce que je prévois fortement aller couvrir cet événement-là si, évidemment, j'imagine que notre accréditation CHL va être reconduite, mais en tout cas, moi, je vais m'essayer du côté du centre Vidéotron pour aller couvrir l'événement. Là, fait que, Ah, je vais essayer aussi, puisque je pense que c'est en dehors. Même si t'es, mettons, accrédité CHL, je crois qu'il faut t'en demander une explicitement pour celle-là. ouais, ben, le directeur des On sait coms, jamais. ben, qui est Raphaël Doucet, là, à cette heure, là, pour la LHGMQ, il nous envoie Ouais, les formulaires pour. c'est ça. Fait que c'est ça. On va se réessayer, ça serait le fun. Ce serait le fun, ce serait une belle expérience, honnêtement. Absolument. Euh, Autre question, cette fois-ci, c'est ben, notre bon vieux chum, Guillaume Villeneuve. Guillaume, d'ailleurs, qui part en force avec une référence à la lutte dans sa première question en commentaire. Je vais te répondre en privé, Guillaume. En tout cas, quelle mauvaise histoire du côté de la WWE. Bref. Euh, un petit ça ou ça. Guillaume, on va se starter un tout sur la lutte dans pas long, là, si je te le dis. Euh, Guillaume nous propose un petit ça ou ça, Pascal. Ouais. J'affiche à l'écran. Le premier, Gavin McKenna ou Ivan Demidov. Le deuxième, Albert Smith ou David Reinbacker. Et Oscar Hemming ou Juraj Slavkovski. On demande même des explications. Il est exigeant, Guillaume, mais c'est correct. Premier, Gavin McKenna ou Ivan Demidov? Tabarouette, on va finir par l'avoir. Gavin McKenna ou Ivan Demidov? C'est sûr que là, on a plus de données sur Demidov. Fait que je prends Demidov. À leur année de repêchage, c'est-à-dire, mettons que je prends Demidov à son année de repêchage, puis McKenna à son année de repêchage qui est cette année, je prends Demidov. Mais si tu prends l'année d'avant leur année de repêchage, je prends McKenna. Tu sais, parce que quand tu fais des projections, pis tout, t'as pas les données de l'année suivante. Là. Puis McKenna était absolument dominant l'année avant de son année de repêchage, donc l'année passée. Puis Demidov aussi, là, il était super bon dans les MHL et tout, là, mais ça demeure que McKenna, on le voyait, plusieurs le voyaient générationnel. Donc, Demidov, c'était pas le cas, même si on le voyait assez haut dans son année de repêchage. Fait que, à l'heure actuelle, je prends Demidov all the way. Mais si on compare au même âge, une année avant le repêchage, je prends McKenna. Gavin McKenna ou Macklin Celebrini? Celebrini all the way. Là. Parce que je me rappelle, on disait Demidov est plus proche de Celebrini que il est proche de sortir du top 3. C'était quelque chose qu'on parlait souvent. Mm-hmm. Fait que là, tu te retrouves à avoir comme Celebrini 1, McKenna 1.5, puis Demidov 2, mettons. Mais,
Une des affaires qu'on a sous-estimées aux 2 années de repêchage, c'est Rooney puis Schaefer. C'est qu'on disait tout le temps, puis la majorité des observateurs d'espoir disaient c'est des gars complets, le patin est là, l'acharnement est là, ils peuvent tout faire sur la patinoire, mais on hésitait à dire qu'elle allait faire 100 points ou 70 points pour Schaefer. On disait tout le temps que, tu sais, je pense pas qu'il va sortir le premier dans le pool ou bien whatever, parce que, tu sais, c'est vraiment un gars two-way complet, tu sais, blablabla. Mais pour vraiment être générationnel ou vraiment être un gros producteur de points, je suis pas sûr. Est-ce qu'on avait tort? Oh, Tout le monde. Absolument tout le monde avait tort ou presque là-dessus. Pas tort de mettre premier, ben, mais je pense. tort de pas les voir et des gros producteurs comme ils sont là, parce que moi, ils m'étonnent. Tu sais, Schaefer, on manquait de données beaucoup aussi. Ouais. Mais là, ça n'a aucun sens ce qu'il est en train de faire. Sauf que Celebrity quand, aussi. sauf que quand tu regardes les. Tu sais, quand on relit nos profils de Celebrity, on relit nos profils de Schaefer, les analyses étaient là, tu sais. Le profil était dressé de la bonne façon. C'est juste qu'ils ont dépassé les attentes, tu sais. Ouais, C'est vraiment. carrément ça. C'est la Ils ont réussite défoncé de le leur plafond. transition qui était pas anticipée de notre part à ce point-là, je pense. Ouais, exactement. Puis McKenna, puis Bedard aussi, qu'on identifiait comme des gars vraiment offensifs, qui générationnels. C'est peut-être pas autant le cas qu'on pensait. Tu sais, McKenna l'année passée, que la projection pas son année de repêchage l'année passée, mais Bedard vraiment son année de repêchage. Ça a pris un peu plus de temps. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est dans la case expérience où ça donne des comparables pour le futur, c'est-à-dire des gars que le gabarit est pas dans leur dans leur dans leur case positif, mettons, là, quand tu fais des pro-cons. Là. Ben, quand le gabarit est pas tout à fait là, ben, ça peut prendre un peu plus de temps avant que vraiment ils atteignent le plafond, qu'ils atteignent leur plafond, alors que Schaefer et Celebrini, la maturité physique était quasiment atteinte. Fait que c'est tout le temps des petites affaires là, à évaluer. Là. C'est pas déplaisant quand même de revoir un peu ça, là. La comparaison. Albert Smith ou David Weinbacker? C'est même pas, c'est même pas la même catégorie d'espoir, même à son année de repêchage pour Linebacker. Fait que c'est Smith all the way. All the way Smith à mes yeux. Là. Ça serait plus un débat à mes yeux que de mettre Carson Carrolls, mettons, que Albert Smith. Parce que moi, Linebacker, j'avais 18 ou 19 à son année de repêchage. Je pense pas que ça change tant que ça. Là, j'avais remonté, mettons, 10 environ. Mais là, même si ça va mieux présentement, il fait juste prouver tout le temps que c'est pas un top 3. Ça va être un gros top 4 gros max. Là, fait que c'est ça. Oscar Hemming ou Juraj Slavkovski? Bah, c'est Slaf. Slaf était probablement son année de repêchage. Pas pour rien. Voire top 3. Moi, j'avais top 3 dans ma liste. Et Ming est excellent. Vraiment, vraiment excellent. Je l'adore. Mais je trouve que c'est un peu injuste là, de le mettre dans un versus à son âge-là. Dans l'année de repêchage versus Slavkovski, qu'on a pas mal plus de données. À leur année de repêchage, même là aussi, avec les Olympiques, tout que Slav a eu, peut-être que c'est Slav aussi que. Ben, c'est Slav probablement que j'aurais eu aussi avant. Mais Hemming, on n'a pas une saison complète de données. Fait que je trouve que c'est injuste un peu comme comparaison. T'sais, pour cette année, ben, pour essayer de trouver un ça ou ça avec les Canadiens de Montréal, c'est pas évident. Fait que ça, c'était un peu injuste. Alright, Pascal, dernier petit volet de ce segment sous le radar, et ce sont les joueurs qui ont passé très proche de se classer dans le top 32. Fait que si tu veux nous parler de certains espoirs qui vont probablement être à surveiller pour la liste de fin d'année. Là. Oui, Jakub Frollo, dans le fond, qui joue en À junior Frolunda. Finlande. Non, il est en Finlande. C'est un joueur que Saint-Lô me parle depuis le début de la saison. Puis au début de la saison, c'est un joueur quand même assez responsable. Je trouve que typique un peu de troisième ligne, si on veut. Là. Un gars qui s'implique, qui a quand même des bonnes mains. Puis qui va au filet et tout. Mais je voyais pas je voyais pas un plafond offensif vraiment intéressant. Puis je sais que dernièrement, il y a une couple de semaines, il y a eu
un match de genre 4 points, une affaire de même. Puis tu l'as vu apparaître comme par magie dans certains top 32. Là. Puis, oh, je l'ai là, tu sais. Je savais qu'elle allait être bon, puis c'est bien correct. Là. Mais, tu sais, Saint-Lô, il l'a dans sa première ronde depuis un bon bout déjà. Puis il savait que c'est tout à son honneur. Là. Puis je trouve que là, la production commence à venir un peu plus. Puis je comprends un peu mieux ce que Saint-Lô avait dans son collimateur. Fait que d'ici la fin de la saison, je vais vraiment me mettre sur son cas, pas Saint-Lô, mais Frollo, pour vraiment l'évaluer comme il faut. Parce que comme j'ai dit quand j'ai monté ma liste, puis avec le recul pendant qu'on faisait le rang par rang, je me suis rendu compte que vraiment j'étais allé dans le safety. Là. Vraiment dans le fond de la première ronde, j'ai vraiment mis des choix safe. Puis j'ai éliminé des joueurs que je trouvais que la projection était un peu plus difficile, même s'il y avait plus de talent. Fait que le Frollo, c'était un peu ça, qui était un peu safe et qui aurait pu être à fond de première ronde, mais je trouvais pas que. Je trouvais qu'il manquait un peu d'affaires. Fait que c'est juste d'aller revoir puis de regarder s'il mérite d'être en fin de première ronde. Pour les gens qui écoutent, là, Jakub Frollo, c'est un attaquant de 6 pieds 1, 194 livres, là, comme il est affiché à l'écran pour ceux qui sont avec nous sur YouTube. Puis il joue à Hiles du côté de la SM Saria en U20 en Finlande. 39 points en 35 matchs. Moi, ce qui m'interpelle, Pascal, et je suis convaincu que ça pourrait être un joueur que j'aurais apprécié avoir étudié cette cohorte-là. Mais moi, 101 minutes de punition en 35 matchs, puis en plus, t'es au-delà du point par match. Ça me parle un petit peu, ça. C'est un bon. Hein, à la Crosby, à son année de repêchage, à son année de recrue dans la nationale de hockey. Mais c'est ça, il y a une bonne implication physique, puis il se laisse pas marcher ses pieds, fait que c'est patin. Fait que c'est un profil que habituellement qu'on aime bien, là, donc faut aller regarder ça plus en profondeur. Ensuite, un autre qui se laisse pas marcher ses pieds, Maxime Sokolovski. J'en ai déjà parlé, je pense, dans le podcast. Gros défenseur. Maxime, M-A-K-S-I-M, de London, qui joue entre 10 et 15 minutes. Là. Au début de l'année, il joue un peu plus. Ça a baissé, ça a remonté. Puis dernièrement, il y a eu un match avec une dizaine de minutes de pénalité. Là. C'est un gars qui se bat, c'est un gars qui ramasse les têtes. C'est vraiment un chercheur de tête. Là. C'est vraiment... Là, il s'implique, puis il n'a pas peur. T'sais. Dans les dernières années, j'en ai parlé souvent des gros joueurs à cet âge-là qui sont un peu gênés de s'impliquer physiquement, qui habitent pas encore leur corps sur la glace. C'est-à-dire que oui, ils peuvent jouer gros, ils peuvent être méchants, mais ils sont pas de nature. Ils sont encore des petits enfants, dans le fond. Mais lui, non. Non, lui, c'est Rocky 4. Là. C'est Ivan Drago. C'est Ivan Drago, c'est ça. Il est venu ici pour défoncer des jeunes Canadiens. Fait que c'est pas mal ça ce qu'il fait à tous les matchs. Là. Puis tu sais, au début de la saison, c'était pas facile pour lui de jouer au hockey. Il démontait des têtes, mais à part ça, première part, c'est pas facile. Le patin, le jeu de pied à courte distance pour défendre, c'était pas facile non plus. Offensivement, il n'y avait rien qui se passe. Offensivement, il n'y a encore rien qui se passe. Mais au niveau de la relance, au niveau de gérer la rondelle, c'était un peu mieux là, pour vraiment utiliser son patin pour se sortir d'embarras. Mais c'est pas encore. C'est pas un gars vraiment que je considère ma première ronde. C'est plus garder-le en tête parce que le monde va en parler de ce joueur-là d'ici la fin de la saison là, dans les médias ou dans les autres organes de scouting. Là. Il a un très bon profil puis il est dans une excellente équipe. Donc, faut tout le temps garder ça en tête, les joueurs à London. C'est un drôle de parcours pareil. Je regarde sa fiche sur Elite Prospect. Puis tu sais, en 23-24, joué en Russie du côté du 17, genre 7 points en 27 matchs. Puis il a joué un peu. Il a joué aussi U16. Puis l'année d'après, dans le fond, l'année passée, il jouait U16 3A à Atlantic Coast Academy, qui est probablement une ligue scolaire là-bas. Puis il a fait genre 84 points, 34 buts en 65 matchs. Tu sais. Puis là, il revient. Dans la OHL, il y a 4 passes en 38 matchs. Fait que, l'année passée, j'imagine qu'on avait un cas à la Dean Letourneau que le gars devait faire 1 pied et demi de plus que tout le monde, puis ça lui donnait un avantage. C'est pour ça qu'il faisait des points. Là. Il devait intimider le monde
pendant que ça chantait l'hymne national. Là. On va t'arracher la tête. Puis là, il était, OK, on te laisse ça au modèle. Ça devait être une affaire de même. Ah, c'est ça. C'est un défenseur de 6 pieds 8, 238 livres pour votre info, là, puis défenseur gaucher. Fait que, tu sais, tantôt, Frollo était classé autour de 40 par la centrale. Puis tu vois, Sokolowski, lui, il apparaît au 132e rang des patineurs nord-américains dans la centrale. Fait que, tu sais, à surveiller, ça pourrait changer d'ici à la fin de l'année. Là. Mais c'est Ouais, un profil 6 pieds 8, 238. Ouais. C'est pas mauvais gabarit, ça. Non, mais je le vois sortir vers la troisième, quatrième ronde au repêchage. C'est un profil similaire un peu à Wong. Simon Wang. Axie Wong, Ah là. ouais, c'est ça, Ochi Wang. Puis un peu le même parcours, mais Wong avait peut-être un peu plus d'agilité, un peu plus d'offensive en lui. Là. Mais niveau robustesse, Sokolowski, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Mais ce genre de défenseur-là, ça trouve toujours preneur. Surtout dans ce programme-là. Fait que je suis pas gêné de dire qu'il va être repêché assez tôt. Plus tôt que tard. Alright, t'en Ben, avais-tu un autre à nous présenter, Pascal? tu sais, je pourrais parler de Beckham Edwards que j'avais en première ronde, que j'ai pas eu en première ronde là. C'est un gars vraiment responsable, un centre tu sais, qui est très bon sur la glace, très intelligent dans les trois sens. Dans les trois sens. Ça fait plusieurs fois que je fais ce lapsus là. Dans les deux sens de la patinoire, dans les trois zones. Ah, mais Mais c'est. De toute façon, Pascal, c'est. Le terme francophone, je ne l'ai pas. C'est tendance, c'est ça. J'allais dire trendy, mais c'est tendance d'inventer une nouvelle façon d'évaluer. Fait que, d'après moi, si tu tapes sur le clou de dire les trois sens, les trois sens, les trois sens, les trois sens, à un moment donné, ça va devenir un trend, puis là, tout le monde va dire ça. exact, les scans. Mais c'est ça, fait que, dans le fond, ce qui a été, ce qui a fait tasser ma première ronde, c'est vraiment le manque de plafond offensif. Là. Je trouve que ça vient pas de son côté. Je trouvais qu'en début de l'année, il créait des choses de par son positionnement, son intelligence, puis la justesse de ses décisions. C'est encore là, mais offensivement, ça cloche pas encore. Donc, tu sais, s'il descend, il descend, mais c'est un gars que je vois en deuxième ronde. C'est un safety pick aussi, comme j'ai mis en la fin de ma première ronde dans la plupart des cas. Mais c'est juste qu'il manque un peu. Est-ce que c'est un quatrième centre? Probablement. Donc, j'ai pas mis ça en première ronde. Je pourrais parler aussi de Colin Fitzgerald, qui a été échangé aux Greyhounds de Sault Ste. Marie. Puis qui, lui aussi, offensivement parlant, c'est pas formeux. C'est un gars physique qui est impliqué, mais pas assez. Il est comme. C'est un peu le. Il y a beaucoup de joueurs cette année qui ont tout ce qu'il faut, mais que physiquement parlant, c'est pas assez. Puis il en fait partie. Tu restes tout le temps un peu sur ton appétit le concernant. Donc, il m'a déçu un peu à ce niveau-là, Fitzgerald, mais il n'a pas le talent offensif pour vraiment rester dans ma première ronde. Mais pour vraiment s'installer dans ma première ronde, mais il faut juste un petit peu plus, parce que j'aime beaucoup cette équipe-là, là, c'est sous les Browns, qui est l'équipe de Chase Reed. Fait que, tu sais, c'est pas impossible qu'il talonne le 31, 31e rang ou 30e rang, selon ses séries et sa fin de saison. Puis il y a aussi Colin Cross-Carey, que j'ai bien aimé jouer avec Chase Reed, puis qu'il était quand même bien vu au début de la saison, avant le début de la saison, mais il s'est blessé. Puis il y a une trentaine de matchs de jouer là, jusqu'ici, puis je trouve que c'est un gars quand même assez intelligent, qui a un bon patin, bonne première passe et tout. Mais là, il faut que je le regarde plus précisément pour vraiment me faire une tête dessus, parce que c'est plus un gars que je regardais parce que je regardais Fitzgerald que je regardais Reed aussi. Alright, merci Pascal. Puis prochain segment sous le radar, on va poursuivre nos mini-profils. On va probablement parler d'espoir du Canadien aussi, là, avec la date limite des transactions qui va être derrière nous. Ça va être full pin espoir pour le reste de la saison. Donc, merci beaucoup Pascal pour tes analyses, tes fines analyses. Les fines analyses.